à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette fois-ci où on va retourner dans la biochimie métabolique et notamment on va parler du fameux cycle de Krebs qui fait peur à de très nombreux étudiants parce qu'il est plus ou moins compliqué. Donc là, le but de la vidéo, ça va être vraiment de simplifier le cycle de Krebs. On va pas trop s'attarder sur le côté chimie des molécules, mais vraiment déjà expliquer au moins le fonctionnement de ce cycle de Krebs, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il est important de retenir par rapport au métabolisme dans les différentes filières, donc que ce soit en diététique ou en médecine ou dans des licences de biologie. Donc avant de parler du cycle de Krebs, c'est important en fait de dire qu'il fait suite à une autre voie catabolique qui s'appelle la glycolyse. La glycolyse, je vous rappelle du coup que c'est une voie de dégradation d'un sucre qui s'appelle le glucose, qui est une molécule à 6 carbones, en deux molécules de 3 carbones qui s'appellent des pyruvates. Donc, au cours de la glycolyse, vous allez avoir déjà une production d'énergie qui va être assez faible par rapport à tout ce que peut produire le cycle de Krebs. C'est pourquoi, s'il n'y a pas un cycle de Krebs qui fait suite à une glycolyse, généralement, on va avoir un déficit au niveau énergétique. Pour que le cycle de Krebs ait lieu, il est très important de noter qu'il faut que l'organisme en question qui va faire ces voies cataboliques soit en aérobiose, c'est-à-dire qu'il ait de l'oxygène à disposition. Par ailleurs, si l'organisme est en aérobiose, donc avec de l'oxygène, on considère que du coup, nous sommes capables de procéder à une oxydation complète du glucose, c'est-à-dire avec une émission finale d'un produit qui est le CO2. Si on n'est pas en aérobiose, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais en fait, il faut que l'organisme trouve une solution pour, si vous voulez, gérer ce qu'on appelle les cofacteurs réduits. Donc, c'est les fameuses molécules qui sont comme le NADH plus H+, FADH2 ou NADPH plus H+. La solution qu'on aura, c'est la fermentation, entre autres la fermentation lactique, ce qui peut expliquer aussi pourquoi, après un effort sportif, physique intense, on ait des courbatures ou des crampes parce qu'en fait, on va avoir une accumulation d'acide lactique qui va donc être responsable de ces petites douleurs que l'on peut ressentir au niveau des tissus musculaires. Donc, je referme la parenthèse et je reviens du coup au cycle de Krebs qui doit faire suite à la glycolyse en aérobiose afin d'oxyder totalement le glucose. Un des points qui est très important donc, dans toutes les études qui vont se consacrer au métabolisme, c'est de retenir que le cycle de Krebs, il va avoir lieu dans la matrice mitochondriale, alors que la glycolyse, pour le coup, elle s'était déroulée dans le cytoplasme. Donc, ça veut dire que le produit final de la glycolyse, le pyruvate, va devoir trouver un moyen pour rentrer dans la mitochondrie afin d'intégrer du coup le cycle de Krebs sous forme d'acétyl-CoA comme vous pouvez le voir sur le chemin. Donc pour rentrer dans la mitochondrie, en fait, sans rentrer trop dans les détails pour pas complexifier trop la vidéo, le pyruvate il va avoir deux solutions et en fonction de son mode de transport qui lui permet de rentrer dans la mitochondrie, on aura une petite perte d'ATP produit par rapport au mode de transport qu'il aura choisi. Par rapport à du coup l'oxydation du pyruvate, comme je vous l'ai dit, il va falloir du coup qu'il subisse une transformation chimique parce que en fait, il faut qu'il soit transformé en acétyl-CoA afin de pouvoir se condenser à une autre molécule et de vraiment rentrer dans le cycle de Krebs. Donc le pyruvate, au niveau de sa formule chimique, je ne l'ai pas représenté ici, mais si vous recherchez sur Internet, vous verrez que ça ressemble très fortement à un acide aminé, notamment avec une fonction acide carboxylique. Et en fait, la première étape, ça va être de lui faire subir du coup une décarboxylation oxydative. Donc, comme son nom l'indique, ça va être de retirer du coup une fonction carboxylique. Le fait de retirer cette fonction carboxylique va permettre de convertir ce pyruvate en acétyl-CoA grâce à une enzyme qui s'appelle la pyruvate déshydrogénase. Donc, cette enzyme, la pyruvate déshydrogénase, dans les différentes formations où on parle du cycle de Krebs, c'est généralement une enzyme qui est très importante à retenir. Et il faut savoir que du coup, c'est une enzyme qui est dite multimérique, donc multi-enzymatique, avec trois fonctions catalytiques. Je fais un petit aparté par rapport à cette notion de multi-enzymatique. Au niveau des protéines, ça veut dire qu'on va avoir du coup différentes sous-unités qui vont du coup assurer différentes fonctions. Et c'est tout à fait le cas ici.
Par rapport à ces différentes fonctions, donc là, je m'adresse plutôt à des étudiants qui seraient en filière de BTS diététique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que cette enzyme, elle a besoin de vitamines B1, B3 et B5. Les vitamines B, petit aparté, ça fait partie des vitamines que vous retrouvez plutôt dans les produits d'origine animaux et qui sont bien plus assimilables sur les produits d'origine animaux que si vous les consommez dans des produits de type végétaux. Je referme la parenthèse, mais du coup, ça vous montre bien aussi l'importance des micronutriments, donc ici des vitamines B, pour permettre un fonctionnement enzymatique sur une enzyme qui est vraiment clé pour faire la jonction entre la voie métabolique qui est la glycolyse et le fameux cycle de Krebs. Donc, si on fait un bilan un petit peu énergétique, donc ce qu'on appelle de la bioénergétique, si on prend la glycolyse et le passage du pyruvate dans la matrice mitochondriale, pardon, on peut donc considérer qu'à partir d'une molécule de glucose, nous avons donc deux pyruvates qui ont été formés suite à une oxydation grâce à la glycolyse. Ces deux pyruvates ont été ensuite transformés en acétyl-CoA afin de pouvoir intégrer le cycle de Krebs. On a deux molécules de dioxyde de carbone qui sont produits et on a deux cofacteurs réduits, le NADH plus H+, qui sont réduits et qui présentent un intérêt d'un point de vue énergie, car ils vont être envoyés au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale afin de pouvoir produire de l'ATP par un système de complexe enzymatique que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Si on passe du coup vraiment à la visualisation de ce cycle de Krebs, donc vous voyez, j'ai délimité les compartiments. Donc en gris, vous avez le cytoplasme de la cellule. J'ai pas fait figurer le noyau et j'ai rajouté un carré donc bleu-vert par-dessus pour matérialiser une mitochondrie. Donc on n'est pas à l'échelle, on est d'accord que les mitochondries c'est beaucoup plus petit en termes d'échelle dans une cellule, on est de l'ordre de 1 micron, quand une cellule elle peut faire jusqu'à 100 microns, mais là c'était pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc vous retrouvez le pyruvate qui va être du coup décarboxylé en acétyl-CoA. Et vous voyez cet acétyl-CoA, il y a une petite flèche courbée qui s'intègre à l'oxaloacétate. En fait, on va avoir une condensation de ces deux molécules pour former ce qu'on appelle la molécule du citrate. D'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que le cycle de Krebs, si vous retrouvez des anciens cours, on l'appelait aussi le cycle de l'acide tricarboxylique, voire le cycle du citrate. Par rapport à ce cycle de Krebs, attention, quand on vous présente le cycle de Krebs, en fait, il est valable, si vous voulez, pour un seul pyruvate ou un seul acétyl-CoA. Donc, vu que le glucose, c'était une molécule à 6 carbone et qu'il a produit deux pyruvates, il faut donc deux cycles de Krebs pour oxyder totalement le glucose. Alors, j'ai dit ça, on a l'impression que c'est négatif, mais en fait, pas du tout. C'est même intéressant parce que ça permet de faire tourner deux fois cette espèce de grosse boucle de réaction enzymatique qui va être fournisseur de plein de molécules énergétiques, donc ici comme le GTP, et des cofacteurs réduits qui vont permettre en plus de faire fonctionner la chaîne respiratoire mitochondriale afin de produire encore de l'énergie sous d'autres formes. Au niveau du cycle de Krebs, si vous retournez un petit peu en arrière, vous pourrez voir que du coup, il y a grosso modo 8 étapes qui sont divisées en 3 phases. Vous allez avoir une première grande phase qui va vraiment consister en une oxydation de l'acétyl-CoA qui va libérer ensuite du coup du CO2. Donc là, on est vraiment sur une oxydation totale avec une dégradation totale de la molécule et du coup, le produit final, c'est bien du CO2. À l'étape 5, vous verrez que du coup, vous avez une production de molécules énergétiques vraiment directes sous forme de GTP qui est en fait très proche, si vous voulez, d'une molécule d'ATP. C'est juste la base azotée, donc purique en l'occurrence, qui diffère. L'ATP, c'est l'adénine. Ici, GTP, on est sur la guanine. Les deux appartiennent aux bases puriques. Donc, en fait, il y a très peu de différence d'un point de vue structural. Et du coup, en termes de fonction, on est vraiment sur des molécules énergétiques qui sont très, très proches. Et par contre, après les étapes donc de 6 à 8, on va être sur la régénération de l'oxaloacétate, qui était la molécule, si vous refaites un retour en arrière, qui se condensait avec l'acétyl-CoA pour vous permettre d'avoir du citrate et de lancer votre cycle de Krebs. Donc voilà en fait aussi une manière déjà de revoir le cycle de Krebs en le découpant par gros morceaux et par du coup différents types d'intérêts que vous pouvez retrouver dans le cycle de Krebs. Au niveau du cycle de Krebs, si vous retournez en arrière, vous voyez que vous avez différents cofacteurs réduits qui sont produits.
Donc vous avez en l'occurrence deux NADH plus H+ qui sont produits et une molécule, pardon, vous avez trois molécules de NADH plus H+ qui sont produits et une molécule de FADH2. Et donc, comme je vous ai dit, ça c'est très intéressant parce que du coup, ces molécules, elles seront réoxydées au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale afin de produire de l'ATP via une enzyme qui s'appelle l'ATP synthase. Donc ça, je vais vous le présenter à la fin. Donc l'oxydation de ces molécules, ça veut dire que du coup, votre NADH plus H+ va être retransformé en NAD+, et votre FADH2 va être retransformé en FAD+. Au niveau de l'explication un peu chimique, c'est le fait d'oxyder, en fait, ça veut dire que ces molécules, on va leur arracher des électrons, ce qui fait que du coup, ils vont être oxydés et on passera du coup de cofacteurs réduits à cofacteurs oxydés. Donc là, je vous ai remis la figure du cycle de Krebs de manière simple. Donc en examen, si on vous demande de redessiner le cycle de Krebs et juste le cycle de Krebs, bah voilà, vous avez juste ça entre guillemets à écrire. Après, selon vos filières, ils peuvent vous demander donc certaines molécules, de les dessiner chimiquement, etc. Vous revoyez donc du coup ce que je vous disais, donc les fameuses étapes où on a vraiment une oxydation de l'acétyl-CoA sous forme de CO2, la production de cofacteurs réduits, donc là pour le coup tout au long du cycle de Krebs, la fameuse étape 5 qui vous permet de produire la molécule de GTP qui est une vraie molécule directe d'énergie, et après les trois dernières étapes qui consistent à repasser par exemple du succinate jusqu'à l'oxétate, pardon, qui consiste du coup à repasser du succinate jusqu'à l'oxaloacétate afin de pouvoir relancer un autre cycle de Krebs et repartir sur du citrate, etc. Donc, par contre, notez bien qu'il faut absolument retenir qu'il y a deux cycles de Krebs pour une oxydation totale du glucose parce qu'on a produit deux pyruvates qui seront du coup transformés en 2-acétyl-CoA. En termes de bilan énergétique, donc ça, c'est des questions qui tombent plutôt sur les personnes qui suivent des études de biologie ou de BTS diététique, donc sur le rendement énergétique. Donc, si on estime que tout se passe en aérobiose, que ça fonctionne très bien, qu'on a une glycolyse et un cycle de Krebs du coup qui est bien fonctionnel, là, comme on a vu tout à l'heure, dans le cycle de Krebs, vous avez au total 4 coenzymes réduits qui sont produits. 3 NADH plus H+, et 1 FADH2. Attention, donc il faut bien 2 tours de cycle de Krebs, donc vous pouvez déjà multiplier par 2. Par ailleurs, lors de la glycolyse, vous avez également eu une production de 2 ATP et de 2 NADH plus H+, comme on a vu, le NADH plus H+, est entre autres produit lors de la décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA. Et en fait, vous avez une production de 2 molécules d'ATP dans la glycolyse. Vous en avez un petit peu plus, mais attention, vous avez des étapes d'activation dans la glycolyse qui vous consomment de l'ATP. Donc là, je vous ai écrit uniquement le bilan net de rendement énergétique qui consiste du coup à avoir 2 molécules d'ATP produites. Donc les 2 tours du cycle de Krebs vont vous donner donc 2 GTP, 6 NADH plus H+, et 2 FADH2. Donc si on ajoute ça à la glycolyse, où on approxime que le GTP c'est la même chose que l'ATP, on a 4 ATP. On a au total du coup 10 NADH plus H+, et 2 FADH2, ce qui donne 38 ATP. Comment je trouve 38 ATP? C'est parce que vous devez connaître par cœur que du coup, une molécule de NADH plus H+, lorsqu'elle est envoyée au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale, elle va permettre la production de 3 molécules d'ATP, alors que la molécule FADH2 va permettre la production de 2 molécules d'ATP. Si vous n'avez pas le cycle de Krebs parce que vous êtes en anaérobiose, donc nous, si on est en anaérobiose prolongée, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'oxygène, bah, on va mourir. Mais on peut être en anaérobiose partielle, notamment par exemple lorsqu'on fait un effort physique et qu'on a du mal à amener suffisamment d'oxygène parce qu'on n'a par exemple pas une super bonne capacité respiratoire, bah, votre cycle de Krebs, il n'a pas lieu. Du coup, le bilan net en termes de molécules énergétiques, c'est 2 ATP. Et en plus de ça, les 2 NADH plus H+, ils vont même pas dans la chaîne respiratoire. Les fameux 2 NADH plus H+, qui permettaient de transformer le pyruvate en acétyl-CoA. Mais ils vont servir à convertir le pyruvate en lactate. Donc en fait, le corps, il a trouvé une solution pour oxyder ces cofacteurs. Mais par contre, c'est pas terrible d'un point de vue physiologique parce que, comme je vous ai dit, ça va traduire des douleurs.
Le lactate, du coup, c'est un acide, hein, c'est l'acide lactique, c'est les deux noms qui sont synonymes de la même molécule. Du coup, vous avez une acidification de votre corps, ce qui est pas terrible. Et en plus, vous avez un bilan énergétique qui est complètement avorté. Ce qui est important de noter, c'est que dans le cycle de Krebs, vous avez 3 points de contrôle au niveau des différentes étapes. Vous en avez un au niveau de l'enzyme citrate synthase, un autre au niveau de l'isocitrate déshydrogénase et un autre au niveau de l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. On va voir que du coup, ces points de contrôle, ils sont aux mêmes endroits et ils sont régulés par des molécules qui sont antagonistes. Et du coup, ça permet de comprendre en fait pourquoi le cycle de Krebs il est stimulé ou au contraire il est bloqué. Donc là, par exemple, dans ce schéma, j'ai mis en vert les différents métabolites qui peuvent du coup activer le cycle de Krebs. Donc vous avez la molécule ADP et vous avez la molécule de calcium. Donc l'ADP, c'est une molécule du coup qui ne permet pas d'être utilisée à des fins énergétiques. Donc on aimerait bien justement la retransformer en ATP. Donc si vous avez beaucoup d'ADP, en fait la cellule comprend qu'elle n'a pas beaucoup d'ATP. Donc du coup, elle va vouloir refaire de l'ATP. C'est pourquoi l'ADP en grande concentration, c'est un activateur du cycle de Krebs. Le CA2+, je vous rappelle que c'est un métabolite qui est associé au réticulum endoplasmique lisse et c'est aussi un métabolite qui est très important pour la contraction musculaire. C'est-à-dire que quand il y a une contraction musculaire, vous allez avoir justement un relargage de calcium afin de favoriser la contraction. Donc, si vous avez un gros relargage de calcium, ça veut dire que vous avez vos muscles qui vont se mettre en action. Et du coup, ça peut être un message pour la cellule pour lui dire, bah voilà, là, je suis en train d'avoir une activité musculaire intense. Je vais avoir beaucoup d'énergie, donc lance le cycle de Krebs parce que je vais en avoir vraiment beaucoup besoin. Comme je vous ai dit, du coup, les régulateurs inverses, donc les inhibiteurs, ça va être les antagonistes de ces premières molécules qu'on a vues. Donc l'antagoniste de l'ADP, ça va être l'ATP ou le NADH, qui est le cofacteur réduit, qui va in fine permettre la production d'ATP. Donc en fait, là, c'est votre cellule, elle comprend qu'elle est full énergie et du coup, qu'elle n'a pas besoin d'en produire plus que nécessaire parce que soit vous n'en avez pas besoin à l'instant T où elle a fini ses différents cycles de Krebs et du coup, elle va se mettre entre guillemets en veille. Ou alors vous avez une accumulation, par exemple, des métabolites du cycle de Krebs, comme le citrate et le succinyl-CoA, qui du coup laissent entendre que le cycle de Krebs, il n'est pas en train de tourner parce que ces métabolites ne sont pas consommés et donc que l'activité de la cellule n'a pas besoin d'avoir un haut niveau d'énergie. Donc c'est pour ça que vous avez une régulation au niveau de ces différents endroits. Donc, je vous avais redonné les noms des enzymes précédemment. Donc, si on devait les mettre sur ce schéma, vous les mettez juste au-dessus de la flèche. Donc, par exemple, là où il y a l'acétyl-CoA qui rejoint l'oxaloacétate, vous mettez votre enzyme, donc la citrate synthase, pardon. Ou après, vous mettez l'isocitrate déshydrogénase, etc. Et du coup, ça vous permet d'avoir en fait tout sur le même schéma. Après, moi, ce que je conseille souvent à mes étudiants, c'est de ne pas trop charger les fiches de révision parce qu'au bout d'un moment, ça devient illisible. Et il vaut mieux d'abord faire une fiche sur le cycle de Krebs, on va dire basique, où vous avez le fonctionnement du cycle de Krebs général. Et après, vous enlevez peut-être certains éléments du cycle de Krebs. Donc moi, j'ai fait le choix d'enlever le nom des enzymes pour mettre justement que les régulateurs et permettre de voir en fait à quel niveau ils agissent. Donc là, c'est pratique dans cette voie métabolique. Les activateurs et les inhibiteurs agissent au même endroit. Donc après, vous avez juste à trouver un code couleur. Vous avez vu, moi j'ai changé des flèches. J'ai mis une flèche avec un trait perpendiculaire pour les inhibiteurs ou une flèche avec une vraie tête de flèche pour les activateurs. Et vous retenez juste les molécules qui sont concernées. Dernier point de cette vidéo, du coup la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc elle est donc à la face interne des mitochondries. Et en fait cette chaîne respiratoire mitochondriale, on considère qu'elle est composée de 5 complexes ou 4 complexes plus l'ATP synthase. Et on a également 2 autres protéines, donc l'ubiquinone et le cytochrome C, qui vont participer en fait au mouvement des flux d'électrons dans la chaîne respiratoire. On avait vu que le NADH plus H+, il était converti en 3 molécules d'ATP et le FADH2 il était converti en seulement 2 molécules d'ATP. Donc en fait, d'où viennent ces équivalences? Elles viennent du fait que
le NADH plus H+, en fait, il va rentrer au niveau du complexe 1 de la chaîne respiratoire, alors que le FADH2 va rentrer au niveau du complexe 2 de la chaîne respiratoire. Donc, en fait, si vous voulez, il va y avoir plus de mouvement d'électrons et de protons avec le NADH plus H+, qui rentre plus tôt dans la chaîne respiratoire qu'avec le FADH2 qui rentre un peu plus tardivement dans la chaîne respiratoire, ce qui explique que le bilan énergétique soit différent. Dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Donc, peu importe au niveau de quel complexe chaque cofacteur réduit rentre, ils vont se faire arracher en fait les électrons et des protons et vont aller sur leur forme oxydée, donc NAD+ ou FAD+. Les électrons, ils vont passer au niveau de la membrane interne. En fait, ils vont faire une espèce de circuit à travers les différents complexes, donc de 1 à 4, et les protéines telles que l'ubiquinone et le cytochrome C. Et en fait, par ce jeu de passage d'électrons, si vous voulez, ils vont faire un peu aimant avec les protons qui, eux, ont été balancés carrément dans l'espace intermembranaire, donc entre la membrane interne et la membrane externe de la mitochondrie. Donc, il va y avoir un phénomène d'électro-attraction entre le H+ et l'électron parce qu'ils sont de charge opposée. Et en fait, le H+ va suivre l'électron au niveau de l'espace intermembranaire jusqu'à ce que l'électron arrive proche de la dernière enzyme qui est l'ATP synthase, qui, comme son nom l'indique, va permettre de produire des molécules d'ATP. Et en fait, vos protons, quand ils vont arriver au niveau de l'ATP synthase, ils vont re-rentrer dans cette enzyme qui fonctionne un peu comme une turbine d'hélicoptère qui va tourner sur elle-même. Et puis elle va tourner, puis elle va produire des molécules d'ATP. Donc en fait, c'est comme ça que les cofacteurs réduits, ils peuvent du coup permettre, entre guillemets, la production de molécules d'ATP. Donc là, ce que je viens de dire, c'est pas tout à fait juste scientifiquement. J'essaie de simplifier un petit peu à l'extrême, mais c'est comme ça, en fait, qu'on a les équivalents entre un cofacteur réduit donne tant de molécules d'ATP. C'est par ce jeu d'arrachement, enfin, ou d'arrachage, c'est pas très français, bref. Enfin, c'est par ce fait d'arracher des électrons ou des protons qui vont du coup être soit à la membrane interne pour l'électron, soit à l'espace intermembranaire pour les protons, et qu'il va y avoir un circuit entre les différents complexes qui va aboutir en fait à le passage des protons au niveau de l'ATP synthase afin de re-rentrer dans la cellule. Et c'est le fait qu'ils re-rentrent de la cellule qui vont faire tourner cette enzyme et du coup produire la molécule d'ATP. Donc voilà pour cet extrait de formation du coup sur les métabolismes. J'espère que ça aura été clair. Si je suis allé un petit peu trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Vous avez donc tous les schémas qui sont à votre disposition pour pouvoir les refaire ou les recopier. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vais bientôt lancer donc mon site internet où il y aura plusieurs types d'accompagnement pour les étudiants, donc au niveau de remise à niveau, de soutien ou alors de préparation d'examens ou de concours comme les BTS ou des concours par exemple en santé. Et si jamais vous avez besoin, je vous mets toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à liker du coup la vidéo, la partager